C'est quelque chose que les publicitaires ont compris depuis longtemps. Qu'il s'agisse de shampoing ou encore de politique, nos choix, même les plus réfléchis, ont leur part d'irrationnel. Mais Clotaire-Rapaille, lui, ne se contente pas de gratter sous la surface. Il a enrôlé la psychanalyse pour fouiller les motivations des consommateurs. Et la recette fonctionne. C'est à lui que plusieurs grandes entreprises doivent leur plus beau succès. Donc une rencontre que nous propose Guy Gendron et Marie-Ève Bédard. But the first thing I would like to share with you is that I'm coming from another planet. Il s'appelle Clotaire-Rapaille et il se présente au groupe d'individus qu'il étudie à travers le monde comme un martien venu découvrir les mœurs des habitants de notre planète. Français d'origine et psychanalyste de formation, ensuite recyclé dans le marketing, il est en effet une sorte d'extraterrestre. Son travail consiste à rassembler des groupes de citoyens payés pour partager leur avis sur divers sujets, une technique bien connue qu'on appelle les focus groups. Sauf que là où d'autres se contentent d'interroger les participants pour savoir ce qu'ils pensent, lui, il les psychanalyse pour connaître leurs motivations profondes, car il est convaincu que sur l'essentiel, on ne peut pas leur faire confiance. Je ne crois pas ce que les gens disent. Parce que les gens, en général, les populations que j'étudie, ils ne savent pas pourquoi ils font quelque chose. Here we go. Take a full deep breath and hold it. Quand les gens vous disent ce que je veux, c'est une voiture qui consomme pas beaucoup d'essence, alors je dis c'est intéressant, it makes sense, ça a un sens, c'est logique. La réalité de pourquoi je fais les choses, c'est pas logique. Il y a une dimension plus au niveau des tripes qui fait que les gens sont motivés par faire quelque chose, ils ne savent pas pourquoi. Et donc, je veux comprendre quelle est cette motivation profonde. Et surtout, ce que j'essaie de retrouver, c'est ce que j'appelle la première empreinte. Donc, dans toutes les cultures, il y a un moment donné où vous allez, pour la première fois, créer les connexions mentales de ce que vous appelez l'amour, la nourriture, la poutine, je ne sais pas moi, le café, mais aussi ce que c'est que la loyauté, la qualité, tout. À chaque fois qu'il y a un mot, il y a une première empreinte. Bon. Et ce que je veux découvrir, c'est cette première empreinte qui crée ce que j'appelle un système de référence, qui est dans l'esprit de chacun. Ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil, ça ne veut pas dire que tout le monde l'utilise, mais c'est ce qui est disponible. C'est ce que vous appelez le code culturel. Voilà, c'est le code culturel, c'est-à-dire c'est l'accès à ce système de référence qui est dans le cerveau de chacun d'entre nous en fonction de la culture dans laquelle nous sommes nés, on a évolué, on a grandi, etc. Ça influence la façon dont vous allez choisir votre épouse ou votre époux, dont vous allez acheter votre voiture, dont vous allez acheter de la nourriture, dont vous allez voter, par exemple. La politique est complètement influencée par ça. En fait, ça influence tout sans qu'on s'en rende compte. Sa réputation, celle d'un véritable gourou aux États-Unis, a fait en sorte que les deux camps, républicains et démocrates, l'ont consulté aux dernières élections présidentielles. Consulté, mais pas assez écouté à son goût par le camp Kerry. L'approche de Kerry, ça a été d'avoir le mauvais code. Par exemple, c'est d'être trop français, c'est-à-dire d'être dans la nuance. La nuance, qu'est-ce que c'est que ça, nuance? Les Américains n'ont aucune idée de ce que c'est que la nuance. You are with us or against us. Vous êtes pour nous ou contre nous. Bush n'a jamais gagné. Il n'a pas gagné contre Gore, il n'a pas gagné contre Kerry. On s'est retrouvé avec Bush parce qu'il n'y avait rien d'autre. C'est ce qui restait. Auteur de plusieurs livres, dont le dernier porte justement sur les codes culturels, Clotaire-Rapaille a choisi, il y a une vingtaine d'années, de devenir citoyen américain. Par amour pour cette culture, à ses yeux, éternelle adolescente. Ce que j'aime dans cette culture américaine, c'est que tout est possible. On rêve toute la journée, on a envie de faire des trucs tout le temps. C'est une recherche permanente de mon identité future. Je peux me réinventer tous les jours. Voilà. C'est passionnant. C'est en même temps parfois très angoissant parce qu'on ne sait pas, on doit réessayer, on fait des erreurs, on recommence. Les Américains, par exemple, adorent faire des erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent quand ils font des erreurs. Parce que quand je fais une erreur, je suis en colère, il y a une décharge émotionnelle, donc il y a un mécanisme. Edison a fait, je ne sais plus combien, 2000 failures, 2000 échecs avant qu'il trouve.
Au Japon, vous faites une erreur, vous vous suicidez, c'est fini. En France, tout le monde vous critique. On dit, ouais, espèce d'imbécile, t'aurais pas dû faire ça. Bon. En Amérique, on dit, try again. Encore, essaye encore. La recette lui a réussi. Arrivé sans le sou aux États-Unis, il habite aujourd'hui un luxueux manoir français construit au 19e siècle sur un terrain d'une vingtaine d'acres en banlieue de New York. C'est l'une de ses 4 résidences. It looks like advertising is really going through an incredible mutation here. Ses clients sont nombreux et fortunés. Ici, 2 multinationales, Colgate et Richmond, deuxième plus important conglomérat de produits de luxe au monde, lui ont demandé de scruter l'inconscient collectif pour découvrir quel est l'avenir de la publicité. We don't know what is going to happen tomorrow. That's what I found exciting about this project. He finds out what's inside. Brilliant. I know of no one in the business that's in his league. No one. Now, I'm not saying there isn't somebody, but I think he stands head and shoulders above everybody else. Since using him, I have discontinued all focus groups. He's that good. Mes clients sont, si vous prenez les 100 plus grosses sociétés du monde, il y en a 50 qui sont mes clients d'une façon permanente. Et donc, je travaille pour General Electric, pour GM, pour Procter & Gamble, etc. Et je travaille dans le monde entier. Je travaille aussi bien pour eux en Chine, au Japon, aux Indes, en Russie. Voilà. Parce que ces grandes entreprises-là se disent, on doit ajuster notre message aux autres sociétés. C'est pas uniquement le message, c'est brusquement, ils sont en train de comprendre que cette notion de globalisation, c'est pas si simple que ça. Que les valeurs américaines ou allemandes ou japonaises s'appliquent pas forcément au reste du monde. Qu'il faut qu'il y ait un certain respect de la culture locale. C'est-à-dire que c'est pas seulement apprendre à parler le langage, c'est apprendre à parler la culture. C'est complètement différent. So they told me, okay, with your arrogant French accent, why don't you tell us what kind of car they want? Un de ses plus grands succès, sa carte de visite, c'est son travail pour Chrysler il y a une dizaine d'années. La compagnie est alors au creux de la vague. Les consommateurs boudent ses produits. Lui recommande de créer une voiture dotée d'une forte identité, américaine et rétro. Ça a donné la PT Cruiser. Les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour une identité plus forte. Donnez-moi l'identité, c'est ce qu'ils veulent. C'est pas compliqué. Le système de référence que nous avons utilisé, c'est Al Capone, c'est les gangsters, c'est Chicago, tout le monde a vu ça au cinéma, etc. Et quand on a fait le design de la première voiture et qu'on l'a testé, les gens nous ont dit, oh, je connais